Mesdames et messieurs, pour ce numéro de l'édito avec notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo, nous parlerons en premier lieu de l'attaque survenue le week-end dernier à Djibo, faisant un mort, et ensuite nous reviendrons sur les actions de ces associations d'autodéfense Kolwego. C'est donc parti pour l'édito. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour Alida, bon début de semaine, j'espère qu'on est bien réveillé, que tout se passe pour le mieux ici. Merci à vous pareillement. Alors, pour parler de l'attaque qui est survenue la semaine dernière à Djibo, il était annoncé le déploiement de nos forces de sécurité au niveau des frontières. Comment alors expliquer cette attaque? Alors, on ne cherche pas forcément à expliquer ce qui s'est passé au niveau de la ville de Djibo. Il faut dire tout simplement que c'est un cas de commerçant qui a été victime de braquage. Quand on prend les témoignages qui ont été diffusés dans les médias, il se trouve que l'attaque du week-end a fait un mort, un commerçant dont le corps a été ramené à Djibo dans la matinée de ce dimanche et finalement il a été inhumé. Alors, qu'est-ce qui nous revient en termes d'information? Il se trouve que ce sont des braqueurs qui étaient enturbanés, des braqueurs qui parlaient arabe. Donc du coup, il y a de quoi relancer tout de suite la psychose. Quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, la famille Elliott avait été enlevée dans cette partie du Burkina Faso et l'insécurité gagne du terrain dans cette partie du pays. Alors c'est donc dire que le déploiement annoncé des forces de défense et de sécurité dans cette partie n'a pas rassuré à 100%. Le déploiement n'aura pas été forcément la solution à temps plein donc pour lutter efficacement contre l'insécurité, même si on sait que les braquages par excellence relèvent donc d'un acte d'insécurité urbaine. Maintenant, dans le fond, quand on dit djibo, quand on dit ce sont des personnes enturbanées, des personnes qui parlent arabe, systématiquement on est interpellé parce qu'on sait que la menace djihadiste est une réalité. Quand on sait également que le Burkina Faso a été frappé par les attaques terroristes. Et tenez-vous bien, Alida, aujourd'hui, ça fait exactement un mois, jour pour jour, que nous avons vécu en plein cœur de la capitale Ouagadougou, donc cet attentat terroriste qui a fait environ une trentaine de morts. Parlant Donc de Djibo, là, je ne vous coupe pas. Nous profitons donc pour présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées et un prompt rétablissement aux blessés concernant cette attaque du 15 oui, saluons janvier. donc la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées, et également toutes les personnes qui se sont dévouées au quotidien pour faire échec à ces djihadistes. Revenons donc sur le cas de Djibo pour dire tout simplement que c'est vrai que la zone a été sécurisée, mais il urge aujourd'hui que dans la dynamique nouvelle qui est en train d'être impulsée, qu'on assure davantage la sécurité des biens et des personnes parce que malheureusement les grands axes routiers demeurent toujours des zones d'insécurité permanente. Conséquence, eh bien, c'est pas du tout évident. Au vu donc de la description des assaillants, doit-on parler de présence terroriste toujours sur nos sols? Ben écoutez, pour une des rares fois, on pourrait parler peut-être des gens qui cherchent de l'argent. Parce que vous savez que les terroristes, on en a plusieurs, hein, de plusieurs natures. Si vous avez des gens qui veulent mourir pour le plaisir, c'est difficile de les contrôler. Si vous avez des gens qui sont en train de mener des attaques terroristes parce qu'ils cherchent de l'argent, là encore, bon, on est appelé à se poser des questions parce que là, c'est un commerçant qui a été victime d'un braquage. Le braquage, par excellence, comme je le disais, c'est un acte à peu près banal. Ça peut être même des jeunes d'une localité bien déterminée. Parce qu'on a causé entre nous, on a dit qu'on devait aller faire des achats et puis on a transporté beaucoup d'argent sur nous, on est parti. Ces mêmes jeunes, quand ils ont l'information, ils peuvent éventuellement mettre en branle leur réseau et puis finalement commettre des actes de braquage, comme cette image qu'on voit sur les écrans. Mais un peu plus loin, les histoires d'enturbaner, les histoires de parler arabe, il y a de quoi inquiéter les gens parce on sait aussi que ils savent aussi que quand ils vont arriver, enlever peut-être un Burkinabé, la rançon et tout ce que cela, ça va pas créer toute cette polémique, tout ce tollé-là. Mais quand on en arrive à faire un mort, ça veut dire qu'il faut quand même davantage relancer les questions sécuritaires. Je vois que le commandant de la brigade de gendarmerie dans la zone a clairement souhaité que on continue davantage à collaborer avec les forces de défense et de sécurité parce que au-delà de tout ce qu'on avance comme argument aujourd'hui, il urge que nos forces de défense et de sécurité puissent collaborer avec les populations. Vous avez la brigade ou encore une brigade de gendarmerie quelconque, un commissariat de police qui se trouve dans une zone bien reculée. Si les populations de la zone ne discutent pas beaucoup avec les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas évident qu'on puisse véritablement lutter contre l'insécurité dans ces parties du pays. Et quoi dit alors concernant la sécurité au niveau des compagnies de transport au Burkina? Là également, c'est un gros point d'interrogation parce que pendant longtemps, on en a parlé. Vous savez que si vous prenez les axes Ouaga-Bobo,
quand les cars doivent faire le trajet la nuit à partir de 23 heures jusqu'à 4 heures du matin, vous avez des escortes qui sont à l'intérieur de ces cars-là, c'est-à-dire on peut avoir des services de police ou de gendarmerie, plus souvent c'est la gendarmerie, où on a donc 2 ou 3 ou 4 gendarmes qui sont dans le bus, qui quittent Ouagadougou, qui arrivent à Boromo, qui descendent, qui prennent le car de Bobo, qui arrive à Boromo pour rejoindre Ouagadougou, c'est-à-dire on fait juste un changement de personnel pour pouvoir sécuriser les cars. Donc cette fois-ci, là, peut-être qu'il n'y en avait pas. Malheureusement, quand on parle de sécurisation des cars, ce n'est pas forcément fait pour toutes les villes, hein. Ça, il faut se rassurer parce que, vous savez, on a ces transporteurs qui sont des commerçants, qui cherchent le profit, qui ne sont pas prêts à payer aujourd'hui donc des agents de sécurité pour sécuriser les populations. Justement, Alors, on doit les imposer. voilà, imposer Oui, il cela. faut les imposer, donc, ces policiers, ces gendarmes-là. Parce que si on avait peut-être un ou deux policiers ou un ou deux gendarmes dans le bus, éventuellement, ou dans le dîner, ça aurait pu permettre un échange de tirs et les bandits n'allaient pas pouvoir éventuellement sévir pendant longtemps. Combien de fois on nous a signalé des braquages au cours desquels vous avez des policiers ou des gendarmes, quand ils sont dans le car ou dans le véhicule en question, ils arrivent à faire fuir les délinquants. Mais quand il n'y a personne, on peut arrêter tout un cas, dépouiller tous les passagers, prendre tous leurs biens, jusqu'à ce que après les bandits puissent s'évanouir dans la nature. Après, on revient encore pour les histoires d'investigation, d'enquête à n'en pas fini. Comme vous l'avez si bien dit, la meilleure des alternatives qui s'impose actuellement, c'est d'imposer, surtout avec ce contexte sécuritaire assez délicat, qu'on impose véritablement à ces compagnies de transport qui, quand une compagnie de transport doit prendre au-delà de 30-40 personnes, il faut qu'on lui impose d'avoir 2 agents de sécurité à l'intérieur, qu'ils puissent payer leurs prestations, et je pense que ça peut être une alternative. Il y a également les biens, transporter autant de biens en son sein. On en a parlé, mais vous savez, il y a des gens qui sont aussi naturellement têtus. On vous dit de ne pas voyager avec de l'argent. Il y en a qui, c'est comme vous avez le citoyen ordinaire ou celui qui se dit, je préfère avoir mon argent donc, dans mon lit ou encore dans une, je sais pas, oui c'est vrai, sous mon coussin de mon lit tout simplement, ou bien creuser même un trou dans ma maison pour mettre mon argent, que d'aller déposer par exemple mon argent en banque. Vous avez des gens qui sont conservateurs jusqu'à dépasser la limite, qui pensent que c'est la meilleure alternative. Le paysan qui doit aller signer tout de suite pour qu'on lui remette son argent et qu'à la banque on lui dit tout à l'heure que les signatures ne sont pas conformes, mais demain matin ce monsieur, je vous promets sur tout ce qui m'est cher, il va plus repartir dans une banque. C'est la triste réalité des choses. On vous dit ne voyagez pas avec beaucoup d'argent sur vous, mais le commerçant se dit, moi si j'ai 500 000, j'ai 1 million de francs CFA en poche, c'est la meilleure des choses qui puisse m'arriver, parce que quand j'ai besoin d'enlever de l'argent, je dois montrer aux gens que j'ai de l'argent. Mais on a tellement de structures aujourd'hui qui sont là, qui font que on n'a pas besoin de voyager avec beaucoup d'argent sur nous. Vous avez les banques, vous avez même des réseaux de téléphonie qui ont développé des initiatives pour qu'on puisse retirer de l'argent à tout moment. Vous avez un téléphone, mais il y a de l'argent dans le téléphone. Mais tant que vous ne donnez pas le code à quelqu'un, la personne ne pourra jamais rien faire. La preuve, c'est qu'on peut même bloquer. Donc ça veut dire que la meilleure chose, c'est de ne pas voyager avec de l'argent sur soi. On en a parlé, on en parle. Mais si vous allez vous asseoir, on continuera d'en parler indéfiniment. Mais si vous avez quelqu'un, Alida qui cause avec moi tout ce qu'il me dit, après l'émission, je vais faire tout de suite un tour sur Bobo et puis revenir dans la nuit. Mais écoutez, moi, j'ai 200 000 francs sur moi, je vais voyager avec. Mais c'est comme ça généralement qu'on attire les délinquants vers soi. Et c'est très souvent de la même manière que ça se déroule. C'est comme dans la région de l'Est où on vous dit, vous allez dans le marché dans la journée, vous faites le commerce comme il se doit, mais les bandits sont avec vous. Et la nuit, ils vous rejoignent chez vous pour vous dire, amenez l'argent que vous avez eu à obtenir sur le marché. Et on sait combien tu as eu. Oui, mais parce que tout simplement, quand tu finis le marché, bon, ce sont des gens de l'Est, il faut comprendre, les gourmandiers, ce n'est pas des gens faciles. Mais la meilleure solution, oui, il faut toujours préserver l'argent dans des institutions financières qui sont habilités à protéger votre bien. D'accord. Alors, au vu donc de l'insécurité grandissante dans notre pays, nous allons à présent aborder le deuxième sujet. Il s'agit de ces associations d'autodéfense. Sont-elles légitimes aujourd'hui? Non, elles ne sont pas légitimes, ces Korolo. Alors, vous savez, moi, tout à l'heure, avant de venir ici, j'ai développé une réflexion. On nous dit que c'est parce qu'il y a un délaissement, c'est parce qu'il y a eu certainement un vide, que la nature a a horreur du vide, donc par conséquent, on veut toujours combler le vide. Ça, c'est dans le domaine sécuritaire. Est-ce que dans le domaine où il n'y a pas d'enseignants, on va avoir des associations Korolo pour aller enseigner des enfants? Est-ce que dans le domaine où on n'a pas d'infirmiers, les gens vont accepter que des Korolo aillent piquer des enfants, aillent administrer des soins à des enfants? Est-ce qu'on va accepter que par exemple, il n'y a pas de douaniers dans une zone, que des Korolo aillent jouer les douaniers pour récupérer de l'argent avec des gens? J'ai voulu caricaturer tout simplement pour dire que si dans tous les domaines d'activité
où l'État n'arrive pas à combler, à donner satisfaction majeure à toute la population, on va avoir comme alternative des associations qui vont se créer à l'appel. On ne s'en sortira jamais. Oh, j'ai bien aimé l'exemple, l'image de tout à l'heure, parce que si vous avez des gens dans le dos, où on a le dos qui a été brûlé, c'est inadmissible, c'est inacceptable au Burkina Faso. D'accord. Alors, au vu de cela, pensez-vous que dans les prochains jours, voire dans les prochains mois, on assistera à une défiance de l'autorité de l'État si ces phénomènes-là prennent de l'ampleur? C'est ma grosse inquiétude parce que si ça continue ainsi, on aurait une défiance de l'autorité. Vous savez, quand vous parlez mal à un responsable de Corleogo, vous devez payer 60 000 francs CFA comme amende. Si vous volez un œuf, vous payez 15 000. Si vous volez par exemple un bœuf, vous êtes présumé voleur d'un bœuf, vous devez payer 350 000. Et quand il vous attrape, il vous frappe jusqu'à ce que vous avouez que c'est vous qui êtes l'auteur du vol en question. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Dans un état de droit, il faut interdire ces pratiques-là. Regardez le dos du monsieur qui est brûlé. Qui parmi nous peut supporter de telles tortures? C'est inadmissible. Il faut mettre fin à cette pratique pendant qu'il est temps. On n'est pas contre les Corléogos en tant que tels. S'ils veulent les créer, ils n'ont qu'à créer une police de frontières. S'ils veulent créer une police de proximité, qu'on arrive à les joindre. Mais j'ai une grosse inquiétude. Ils se sont tellement enrichis dans cette affaire de Corléogos qu'aujourd'hui, là, si on veut mettre fin à cette pratique, ça risque d'être encore plus difficile qu'on ne l'imagine. Merci d'être passé sur ce plateau. Ah, c'est Mesdames fini. et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.